Depuis l'arrivée de GPT, les développeurs du monde entier ont pris une claque. Une IA capable de générer du texte, du code et même de répondre à des questions complexes. C'est clairement impressionnant. Mais rapidement, une question s'est posée. Comment aller au-delà de la simple génération ? Et c'est là qu'intervient notamment LangChain, un outil qui permet d'orchestrer la puissance des IA pour en faire quelque chose de vraiment utile. Mais alors, LangChain, est-ce vraiment un framework ? Est-ce si différent d'une simple librairie ? Et surtout, au-delà du buzz autour des IA agentiques, que peut-on vraiment construire avec ? Pour répondre à ces questions de full stack, je ne reçois pas David Copperfield, mais il sait se libérer de ses chaînes. Maxime, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Maxime, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Yes, alors Maxime, rapidement mon parcours, j'ai été 11 ans dans l'ESN Théodo, dont les 5 dernières années en tant que co-dirigeant et CTO. Je suis parti il y a environ 1 an pour monter ma boîte qui s'appelle Ago. On fait du support client assisté par IA et on utilise LangChain, donc on va pouvoir en parler. Et à côté de ça, j'ai monté une association avec une collègue Maria et mon associé Damien qui s'appelle Generative AI France. Et on fait des meet-up toutes les 6 semaines, gratuits, ouverts à tous, sur l'IA générative, avec l'idée de faire parler des gens qui construisent des choses avec l'IA générative pour donner des idées à tout le monde. Ok. Et c'est cool, ouais, toutes les 6 semaines, on est environ 130, donc c'est un meet-up qui marche bien. Et voilà, je vous invite à venir une fois. Bah carrément, on mettra en description bien évidemment des liens pour que les gens puissent y participer. Parce que c'est toujours ces mouvements de partage d'informations et de transmission, c'est toujours utile. Ce podcast existe aussi pour ça, donc c'est normal aussi d'y contribuer bien évidemment. Pour aller directement dans le vif du sujet, alors déjà, avant qu'on creuse un peu l'aspect LangChain et qu'on parle des IA agentiques, en fait, pour parler un peu d'Ago, en gros, c'est du chatbot plus où est-ce que c'est comme un chatbot traditionnel ou qui va juste pouvoir répondre à des questions ou est-ce qu'il y a une capacité d'action du chatbot qui est associée ? Alors, il y a une question d'action. Si on parle... alors, tu fais bien de poser la question parce que les chatbots traditionnels ont traumatisé plusieurs générations avec les arbres de décision et beaucoup de frustration à la fin. Donc, ce n'est pas cette technologie-là. On se base sur les RAG, on va en parler après, notamment en utilisant LangChain. Donc, ça permet de répondre à n'importe quelle question et pas des questions prescriptées dans un arbre de décision. Et on peut aussi faire des actions. Donc, Okay. En fonction de la question, on a un comportement un peu agentique qui est pour l'instant assez simple, mais qu'on va développer. développer. C'est le but de cette année, de pouvoir développer à fond ce genre d'avoir des agents qui permettent de faire plein de choses dans les systèmes d'information. Et voilà. Sur ce podcast, on a déjà parlé pas mal d'IA, comment fonctionnent les LLM, les réseaux de neurones et compagnie. Donc, on va supposer qu'on a une audience qui est déjà à peu près au fait de ça. Très bien. Mais je réalise, entre recevant, en fait, qu'on n'a pas encore parlé des IA agentiques, qui sont pourtant une tendance qu'on a évoquée sur un épisode précédent où on parle justement des tendances 2024 et 2025 avec Quentin Adam, que je vous invite bien évidemment à écouter. Super, n'est-ce pas ? Je suis un des fans de Quentin. Est-ce que du coup tu pourrais nous faire un petit peu une définition de ce qu'on appelle ces IA agentiques qui sont un peu la nouvelle tendance qu'on voit dans le monde de l'IA en ce moment ? Oui, bien sûr. Du coup, j'ai partagé sur LinkedIn un article d'Anthropic qui définit ça super bien. En gros, il y a on a le truc de base, c'est on appelle un LLM et on peut potentiellement faire du function calling, c'est-à-dire que
on lui envoie en même temps de notre prompt la définition d'une ou plusieurs fonctions et le LLM peut répondre en disant bah, tiens, appelle cette fonction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le function calling. La version un peu plus évoluée, c'est les workflows IA. Et c'est à peu près ce que vous imaginez, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes prédéfinies en avance de traitement à faire. Et on utilise l'IA parce qu'on a besoin de l'IA à ce moment du workflow. Un workflow simple, c'est le workflow routeur, où on veut décider au début d'un traitement vers quelle fonction appeler. Voilà, on arrive à un nœud et il y a un redispatch. Ou un workflow un poil plus compliqué, c'est le chat to data, où en gros, une première étape consiste à récupérer une description de la base SQL, ensuite de envoyer au LLM la description de la base SQL plus la question de l'utilisateur, de récupérer la commande SQL, de l'exécuter et ensuite de récupérer le résultat et de l'afficher à l'utilisateur. Donc ça, c'est workflow IA, il y a plusieurs étapes prédéfinies. C'est comme ça que LangChain a été connu. Donc, ils n'appelaient pas ça des workflows, mais ils appelaient des chains. Voilà. Et la définition d'un agent, c'est, en gros, ça va être une machine à état qu'on peut simplifier par une boucle while, où on n'a pas d'étapes prédéfinies, mais c'est le LLM qui va les définir lui-même. Dans une démo que je faisais, c'est par exemple, je demandais au LLM de me donner le nom des femmes de l'équipe de France de football, pour avoir un petit truc un peu compliqué. Et donc du coup, quand je demandais ça à mon agent, il commençait par faire une recherche Google pour récupérer les noms de l'équipe de France, et ensuite, pour chaque joueur, il faisait une recherche wife of machin, et comme ça, il faisait une boucle le temps qu'il récupère toutes les femmes de l'équipe de France. Et une fois qu'il les avait récupérées, il disait bon bah voilà, j'ai le résultat. Mais à aucun moment donné, j'ai dit pour réaliser cette tâche, tu dois d'abord chercher les gens de l'équipe de France, puis leurs femmes. Non, c'est que le système IA qui a inventé toutes ces étapes et qui les a fait tout seul. Donc c'est ça la définition la plus commune des agents, c'est ça. Pour les puristes. Ouais. Et donc en fait, donc tu définis un agent qui a une fonction précise, ou tu peux avoir un agent entre guillemets créé on the fly par un autre agent qui aura sa fonction définie de manière dynamique par ton premier agent. Alors, très, très bonne question, parce que je ne sais pas si tu as en tête par exemple des frameworks comme Crew AI ou des... En gros, il y a beaucoup de frameworks où on parle beaucoup de... En gros, il y a un agent qui appelle plein d'autres agents. Et donc, du coup, c'est vrai que dans cette manière de visualiser des agents, c'est plutôt des sous-agents, on va donner... en gros à chaque... on peut appeler ça des nœuds, ou bon, appelons ça des agents. Chaque agent a une palette d'outils bien spécifiques. Par exemple, ils ont le droit d'appeler... Internet, faire des requêtes Google, une certaine base de données, une certaine API. C'est le comportement sur ChatGPT. Vous pouvez lui dire tu as le droit d'aller sur Internet, tu as le droit de générer des images ou tu as le droit de rien faire. Donc c'est la même chose pour les agents. On lui donne des capacités, des outils. Et on lui donne aussi des prompts pour lui donner comment il doit se comporter. Et généralement un accès à une base documentaire pour qu'il puisse aller chercher des informations. Généralement, c'est un combo de tout ça qui forme un agent qui a un objectif. Et c'est vrai que souvent, on le combine avec un agent un peu manager qui redispatch. Il y a un projet qui a été lancé quasiment il y a 2 ans maintenant. Un projet open source qui s'appelle ChatDev. En gros, l'idée, c'était de recréer une ESN complètement autonome. Donc, tu avais l'agent CEO à qui tu pouvais lui dire tiens, tu veux que tu me livres un site internet avec telle propriété. Et après, l'agent CEO, il envoyait des tâches aux agents dev, aux agents UX, aux agents sales. Il envoyait à tout le monde. Et chaque sous-agent avait ses capacités. Et voilà. À l'époque, ça marchait
moyennement, on va dire. Ouais. Parce que ce qui est très très dur quand on fait des agents, et c'est pour ça que notamment Yann Lequin était très sceptique sur la capacité des systèmes LLM à avoir des comportements agentiques très avancés, c'est la partie planification, justement, où il va comprendre le problème et il va le décomposer en tâches successives qui font du sens et qui vont pouvoir être faites. Donc ça, c'est très dur. Et donc, pour les modèles genre GPT-4, même GPT-4, il était beaucoup mieux que 3.5, mais encore, c'était pas ouf. Et là, on arrive, les derniers modèles, ils commencent à être vraiment pas mal pour ça. Et donc, c'est pour ça que beaucoup disent que ça y est, cette année, 2025, on va y aller, on va pouvoir mettre des agents un peu partout. Ok. Ce qui te permet en plus sur ces notions de chaîne d'agents, en fait, c'est que tu peux utiliser des modèles différents, potentiellement pour chaque agent, et donc profiter des compétences de chaque modèle sur chacun ayant ses forces ou ses faiblesses. Ouais, complètement. On peut, si on pense, par exemple, les modèles de Google, ils ont un context window assez ouf. Par exemple, il y avait une démo où une des questions posées au modèle, c'est qu'est-ce qui est écrit sur le papier quand la femme se met le papier dans la poche. Et il mettait un film en entier et l'IA allait analyser toutes les images et il ressortait la bonne réponse, qui était ouf. Et voilà, et Ouais. ça, en entrée, c'est un truc de ouf. Enfin, la taille de l'input. Mais là, ça veut dire que par exemple, on a un agent qui va. Enfin, c'est encore une fois cette notion d'agentique où tu en as un qui va décomposer le film en une succession d'images, analyser chaque image et faire une corrélation, ou c'est le même prompt au final qui génère le. Ça, je sais pas si c'était juste un appel à une de leurs API. Je crois qu'ils le vendaient comme ça. Et après, ce qui se passe derrière, c'est sans doute, oui. Là, je sais Oui, pas. Je après, vais c'est dire leur sauce magique à eux. c'est un peu leur sauce magique. Ils l'ont sans doute expliqué quelque part, mais je sais Ok. pas. Une des forces de Google, c'est qu'ils ont quand même une grosse force de frappe de data center qu'ils peuvent utiliser vraiment que pour eux. Si Et peu. donc, du coup, quand il y a des besoins de grosses ressources pour faire ce genre de calcul, ils sont là. Ouais. Et donc du coup, ouais, donc on peut utiliser différents modèles pour chaque Ouais. agent sans aucun. Ouais, on peut utiliser différents modèles et puis différents outils. Par exemple, on peut imaginer qu'un des agents, il a un accès très restreint à de la propriété sensible et il peut faire très peu de choses, mais il est là en cas de besoin. Et les autres, ils peuvent faire un peu plus de choses, quoi. Et donc du coup, après, on joue au Lego, on fait les briques et on essaie de construire un truc qui marche avec ça, quoi. Ouais. Alors, et forcément, dans notre communauté de développeurs et de développeuses, forcément, quand il y a des choses qui commencent à prendre de l'ampleur, il y a tout un tas de projets open source qui vont se créer pour permettre à d'autres de faire encore plus facilement ce que d'autres ont construit durement. Donc, il y a toute cette mouvance de ces frameworks d'IA agentique qui ont popé, notamment dont LangChain. Ouais. Comment est-ce que toi, tu définirais ces frameworks? Bah moi, ma définition de framework, parce que du coup, j'étais web développeur pendant longtemps, par exemple, si je prends Django, j'appelle ça un framework parce qu'on peut faire une app web avec. Alors, j'ai pas de définition vraiment officielle de framework, donc j'espère que les gens m'en voudront pas. Il y a aussi, enfin, du coup, on parle aussi beaucoup de différence entre Angular et React. Angular serait un framework parce qu'il est un peu entier, il suffit à lui-même, et React était plus une librairie qui a besoin d'être complétée par un peu autre chose. Bon, même si aujourd'hui, il y a quand même, c'est assez complet quand même. Et donc du coup, LangChain, LlamaIndex, puis il y en a un peu d'autres. En fait, c'est des frameworks. On peut dire que c'est des frameworks GenAI, mais ça va pas être des frameworks web. Donc plutôt des grosses librairies. Je pense que c'est ça que j'avais dû te dire là. Ouais. Quand et ouais, donc on peut pas. Mais c'est vrai qu'on m'avait posé la question, on m'a demandé, est-ce que si je démarre un nouveau projet, est-ce que mon projet je le fais sur LangChain? Et en fait, c'est pas ça, à un moment donné, tu vas avoir besoin de LangChain, si tu veux faire de la GenAI ou pas, enfin, tu peux faire des calls API direct. Mais si tu veux utiliser LangChain, tu vas l'utiliser à l'intérieur d'un plus gros framework web.
En fait, si on prend comment est-ce que je pourrais dire ça? Si on prend un framework traditionnel, tu vois, au sens de Symfony, où effectivement, alors, donc toi, tu as statué React, pour toi, c'est une librairie, ok, acceptons. Et je veux bien dire que c'est un framework. Ouais, mais voilà, c'est que effectivement, en fait, c'est un framework web qui te permet du coup de créer une application web. Là où LangChain, du coup, ou la main index, ce serait en fait des frameworks IA. Et donc, un framework web te permet de partir d'une requête et de générer du HTML pour ton user. Ouais. Là où ton framework LangChain te permet en fait de partir d'un prompt pour générer une réponse, mais du coup, tu as plus de mainmise que simplement à appeler ton chat GPT pour générer la réponse à ton truc. C'est un peu ça ou je suis ouais, non, c'est ça, c'est que ça te permet de faire beaucoup plus de choses facilement que si tu devais refaire tout à la main. Par exemple, pour prendre le cas qui est utilisé partout, qui est le cas du RAG. Je sais pas, alors du coup, est-ce qu'il faut que je réexplique ou tu peux nous refaire la définition du RAG rapide. Donc, le RAG, ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Ça se passe en quelques étapes. L'idée, c'est de faire une première phase qui est la recherche de l'information dans la base documentaire avec de la recherche sémantique, en utilisant le fait que au préalable, on a vectorisé toute cette base de connaissances. Une fois qu'on a récupéré les bons documents, on les met dans un prompt, on reconstruit un prompt avec le contenu de ces documents et la question de l'utilisateur, et on envoie tout ça au LLM qui nous répond. Et en fait, si from scratch, il doit refaire un système RAG, il faut gérer le fait d'aller fetcher la data où elle est. Donc ça peut être des fichiers, ça peut être des API, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà. Et là, l'avantage de LangChain, c'est qu'il a plein de connecteurs qui te font gagner du temps. Ensuite, une fois qu'on a cette data, il faut la découper en chunks pour pas que ce soit trop gros, parce qu'on ne peut pas envoyer des gros documents au modèle d'embedding. Et surtout, même il y a une contrainte technique, mais surtout il y a une contrainte de pertinence. Si on envoie des trop gros morceaux, ça ne veut plus rien dire. Il faut des ensembles qui parlent du même sujet pour pouvoir les récupérer. Et donc là, pareil, LangChain, il a plein de petits outils pour découper par paragraphe, par saut de ligne, par un peu tout ce que vous voulez. Une fois qu'on a découpé en chunks, il faut les envoyer aux API des LLM. Donc soit vous êtes avec OpenAI ou Mistral, et donc du coup vous mettez en dur le code, la requête HTTP pour récupérer ça. Une fois que vous l'avez récupéré, il faut ensuite la stocker dans un vector store, donc qui est une base de données dédiée au vecteur. Et donc pareil, ça fait plusieurs lignes à faire. Et je vais m'arrêter là parce que il reste, je peux continuer. Oui, il y a un nombre d'échelons. Ouais. Mais donc du coup, ce qui est cool avec LangChain, c'est que tout ce que je viens de dire, en fait, ça, il y a 3-4 lignes pour vectoriser toute ta doc. Il y en a 2-3 pour faire la recherche et 2-3 pour servir la réponse. Donc en fait, le code, c'est assez ridicule. C'est qu'en 6 lignes, on fait un truc qui est complètement exceptionnel, selon les standards d'il y a 4 ans. Quoi. Ce qui est effectivement le but d'un framework, c'est de te faciliter Exactement. en fait, l'accès à tout un ensemble d'un environnement et de te faciliter le travail en fait, dans cet environnement-là. Quoi. Exactement. Et donc du coup, le but de LangChain, c'est ça, c'est de permettre de construire rapidement un outil IA qui peut être mis sur le web ou qui peut rester en mode scripting et en quelques lignes. Ouais. Donc si on reprend cet exemple du RAG, dans un environnement LangChain, en fait, tu vas avoir le prompt de ton utilisateur qui va arriver. Ouais. Tu vas créer un agent qui va le traduire entre guillemets en requête sur ta base vectorielle, ou même pas, en fait, tu fais ta recherche directement, tu fais le même embedding sur ta question vers le truc. En fait, tu crées en LangChain, tu as un objet qui s'appelle QA, Question and Answer Chain. Et en gros, tu crées cet objet-là. Par exemple, moi, j'utilise beaucoup Postgres pour stocker les vector stores. Donc, tu lui dis,
En fait, j'utilise Mistral et Postgres. Tu lui donnes ça au début. La question de l'utilisateur, et après tu récupères la réponse et tu l'envoies, parce qu'il va faire toutes les étapes Ok. behind the scene, voilà. Est-ce que donc du coup il y a... Attends, comment j'ai posé ma question? Il y a un débat, alors on dit parfois que c'est un débat de barbus ou un débat de personnes peut-être un peu trop expérimentées et qui n'arrivent pas à voir le... J'ai pas trop de barbe, alors je sais pas ce que je peux répondre les deux. Il y a donc parfois ce débat que si tu veux apprendre de manière efficace le développement, on va prendre le développement web par exemple, il faut que tu apprennes à coder sans framework pour connaître les problématiques, les vrais sujets, tous les trucs sous-jacents, pour mieux utiliser ton framework après et être plus performant, plus efficace. Il y en a qui vont dire que ça ne te sert à rien, que autant utiliser ton framework et apprendre à utiliser lui pour être le plus efficace sur ce framework-là. Est-ce que si j'utilise LangChain, est-ce qu'on perd une notion d'apprentissage de ce qu'est l'IA, de ce qu'est un modèle, de ce qu'est l'IA agentique et de comment ça fonctionne? Ou est-ce que pour toi, au contraire, c'est devenu une nécessité d'apprendre ces outils-là plutôt que d'apprendre à aller utiliser toutes les API diverses et variées et toutes les briques que tu as évoquées notamment? Parce que tu vois, pourtant, l'embedding, la vectorisation, tout ça, c'est des sujets qui sont intéressants, nous, en tant que dev. Tu vois, on peut avoir envie de creuser ces sujets-là. Je pense que tout le monde a un peu raison. C'est évidemment, si plus tu regardes comment ça marche, plus tu comprends en profondeur le tout, plus tu vas maîtriser et tout ça, mais ça demande aussi du temps. Et ça dépend aussi du mode d'apprentissage des gens. Par exemple, moi je sais que j'apprends beaucoup en bricolant, en faisant des premiers POC. Et une fois que ça marche, je suis un peu excité, ça me donne de l'énergie pour continuer. Et il y en a qui vont avoir plus envie de comprendre vraiment en profondeur comment ça marche dès le début pour ensuite l'utiliser correctement. Mais sinon, ils vont se sentir un peu mal à l'aise, ils vont se sentir perdus. Et voilà. Je pense que ça... Du coup, il y a une partie où il faut se connaître soi et voilà. Et bien sûr, il faut... je pense que si on veut être sérieux sur le sujet, il faut comprendre les fondamentaux. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un embedding, comment ça marche, comment ça marche dans un vector store. Surtout que, par exemple, du coup, pour Postgres, il y a une extension qui s'appelle pgvector. Et en fait, quand tu regardes, c'est une requête SQL qui est hyper bateau à faire. Donc, une fois que tu as compris ça, déjà, je pense que ça t'effraie un peu moins. Et après, tu peux aller voir l'algo derrière de recherche, et là, ça peut te réeffrayer. Mais voilà. Donc, je suis très partisan d'apprendre en profondeur comment ça marche, parce que c'est vrai que en tant que professionnel de l'informatique, il y a plein de fois où pour éviter des bugs, en fait, ça a beaucoup de vertus de faire ça. Et après, le chemin pour arriver à creuser en profondeur, je pense que ça dépend vachement des gens. Et puis après, on a tous un instant T. Généralement, on bosse pour des entreprises qui ont leurs priorités, et faut dealer aussi avec ses priorités perso, quoi. On n'a pas forcément tout de suite le temps de creuser, et voilà, quoi. Mais bon, donc du coup, je sais pas, j'ai fait une réponse un peu de Normand, ou je réponds un peu les deux. Non, mais c'est effectivement une réponse intéressante, parce que ce que tu dis, c'est que c'est un moyen de se mettre rapidement le pied à l'étrier, et c'est un moyen aussi de commencer à voir comment ça fonctionne, et de se donner des pistes sur des choses à creuser, en fait, mine de rien. Ouais. Et en tout cas, si la question c'est si on utilise LangChain, on n'apprendra jamais ce qui se passe en profondeur, je pense pas. Ouais. Au contraire, je pense que une des choses pour laquelle a été fait LangChain, c'est que ce soit pédagogique, quoi. Et après, comme tout framework, c'est améliorable, mais ça répond plutôt assez bien, quoi. Ouais. Même si je dis ça, je vais dire le contraire, parce que parfois le code peut être un peu obscur si on veut vraiment tout comprendre, mais en fait, ça se comprend bien à partir du moment où on regarde quelques schémas. Le schéma d'Arag, il se comprend assez bien. Et après, par exemple, si vous prenez la version Python, vous vous baladez dans le code et vous allez retrouver ce qui se passe quand même sans que ce soit très, très compliqué. Okay. Et plutôt rapidement.
Je me permets une petite digression sur sur ce fonctionnement de RAG. Parce que ce que tu m'as évoqué, c'est effectivement le fonctionnement qu'on retrouve le plus souvent Ouais. sur les formats de RAG. Parce qu'effectivement, la base vectorielle, elle a quand même beaucoup d'intérêt dans ce genre de structuration de Ouais. l'information, bien évidemment. Mais j'ai vu passer, il me semble d'ailleurs que c'était à ce micro, une personne qui a eu une approche un peu différente, où ils avaient déjà une base de données en fait SQL bête et méchante, Ouais. qui contenait déjà énormément d'informations, et ils utilisaient du coup un LLM pour générer à partir des questions d'un user la requête SQL qui permet d'aller récupérer de l'information. Et donc tu vois, il n'y avait pas du tout de notion de vecteur, mais c'était le LLM en fait qui arrivait à structurer sa requête SQL pour aller chercher l'information dans une base très traditionnelle, plain text, de manière hyper classique. Et qui visiblement, ils avaient quand même des résultats qui étaient hyper intéressants, parce que tu as les bases vectorielles, notamment quand tu commences à avoir beaucoup de métadata, ça peut commencer à, à- à galérer un peu en termes de temps de réponse. Et ce que eux, du coup, n'avaient pas. Parce que là, le SQL te Ouais. permet d'avoir quand même beaucoup plus de choses. Je te balance ça vraiment à chaud. Je sais pas si tu as... Qu'est-ce que tu en penses ou, Ah ouais, mais en fait, c'est hyper complémentaire. En fait, la base documentaire, on va pouvoir mettre de la donnée non structurée, textuelle, c'est plein de choses. Je prends des livres, des CR de réunion, des conversations Slack, plein de choses. Et donc, il y a une phase. Enfin, ces informations-là, on peut pas généralement trop les mettre dans une table SQL parce que ça fait pas de sens, quoi. Il y a toujours forcément la donnée SQL hyper importante, hyper structurée. Je sais pas, la table des commandes d'une entreprise, par exemple, bon, bah, voilà, c'est hyper important. Et je rajouterais des bases de connaissances qui sont exposées via des endpoints d'API et qu'on peut juste requêter. Et donc, du coup, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir manier les deux. Et euh, le, le fait de requêter la base de données en SQL, c'est ce qu'on appelle ouais, le texte enfin, le texte ou SQL. Bah, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, il y a un truc dans LangChain qui un permet de le connecteur faire. Ouais. C'est une des chaînes de LangChain, c'est un des workflows où tu as une question en entrée et on va récupérer la description de la base de données ou pas en fait. Si c'est toujours si c'est toujours la même base de données, tu peux avoir ton prompt qui explique bien la table en question. Et ensuite, tu as soit un LLM dédié qui est fine-tuné pour transformer une question en texte SQL, soit les modèles classiques, ça marche aussi pas mal, qui génèrent la requête SQL et qui après l'exécute. Et là, on a une donnée. Et ce qui est cool, c'est que pour la partie agent, si tu lui dis bah, tu as accès à cette base de données et tu peux faire des requêtes SQL avec cet outil, bah, il va pouvoir faire les deux. Quoi. Il peut chercher, il peut décider, bah, tiens, je vais chercher là ou là ou là. Et il va agréger tout ça après. il agrège comme on peut. Si tu lui as donné un outil pour agréger ou s'il n'y a pas beaucoup de données, en fait, s'il n'y a pas beaucoup de données, c'est facile. S'il y a du travail, il faut peut-être qu'il écrive du code à la volée. Enfin, ouais, voilà. Et il s'en sort. Mais oui, il n'y a pas que du tout. C'est vrai que je parle beaucoup des vector store parce que c'est comme ça que beaucoup on fonctionne les RAG, mais tu peux faire oui, en fait tu peux faire du RAG sur du SQL. C'est le même principe, mais pas Et donc visiblement avec des outils comme LangChain, c'est juste un connecteur différent, donc c'est aussi facile d'utiliser l'un que l'autre. Ouais, et c'est les deux. Le question answering qui permet de faire un RAG en quelques lignes et je sais plus comment il appelait la même chose pour parler à sa base de données. C'est les deux feature stars de LangChain dès le début. Et par exemple, moi, je trouvais ça ouf de parler à sa base de données comme ça, enfin à n'importe quelle base de données en avance. Et moi, je l'ai recodé sur LangChain JS au tout début. Parce que bah, je fais quand même partie de
la team qui aime bien mettre la main dans le cambouis pour comprendre profondément comment ça marche. Et je me suis dit, bah tiens, pour comprendre comment ça marche, vas-y, je vais le coder sur LangChain.js parce que c'était beaucoup plus jeune à l'époque. Et du coup, il manquait cette feature qui était demandée par beaucoup de monde. Et je l'ai fait. Et donc, du coup, maintenant, c'est vrai que c'est hyper clair Ouais. comment ça marche. Oui, parce que donc, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué ce point-là, mais donc LangChain, c'est un framework qui se fait majoritairement en Python. Ouais. Mais il y a des déclinaisons qui existent dans d'autres langages, donc JS. Ouais, donc à la base c'est Python. Ils ont lancé JS peu de temps, assez très rapidement après le début de la phase d'hypercroissance qui était 3 mois après ChatGPT, un truc comme ça. Mais pendant longtemps, c'était dur pour les contributeurs JS de rattraper toutes les fonctionnalités de Python, parce qu'il y avait plus de contributeurs sur Python. Et puis ça avait de l'avance, donc c'était un peu la course. Et une fois qu'ils ont levé des fonds, ils ont mis quand même une bonne équipe sur la partie JS. Et puis là, je pense que c'est à peu près ISO-feature depuis un petit moment. Et voilà, il y en a un en Java aussi, LangChain 4G. Je sais plus si c'est des Français qui l'avaient fait, je sais plus, mais bon, je sais que ça existe. Et moi, je me suis chauffé à en faire un en PHP. Ok. Du coup, je m'étais dit qu'il fallait pas que je le fasse parce que c'était un projet qui allait me prendre beaucoup de temps. et en fait, quand j'étais chez Todo, il y a un client qu'on a eu besoin. Et ça m'a servi de bonne excuse pour sacrifier mon mois d'août pour faire ça. Donc, il y a des développeurs PHP qui sont contents. Et ma copine était moins contente cet été-là. Et du coup, aujourd'hui, le framework s'appelle Elephant, pour le petit mot LLM, éléphant. Et c'est open source. C'est une version beaucoup plus petite que LangChain. Mais quand vous avez un projet PHP que vous voulez commencer, ça permet d'aller beaucoup plus vite, quoi. Ouais, canon. Après, je comprends que qu'il soit passé assez vite au JS parce que c'est effectivement un des langages les plus répandus aujourd'hui. Je comprends ton envie de le faire en PHP parce que moi aussi ça a été un de mes langages préférés pendant longtemps. Il n'y a pas aujourd'hui de moyen de traduire facilement le code d'un environnement à un autre, et du coup on pourrait se croire que ce genre de projet serait les premiers à explorer ce genre de solution, de traduire en fait automatiquement ton framework. Je pense qu'ils le font. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à contribuer sur la partie JS, j'ai fait beaucoup ça, quoi. Je prenais certains fichiers, je mettais à ChatGPT, vas-y, traduis-moi ça en JavaScript. À l'époque, c'était moyen, Ouais. mais ça permettait de gagner pas mal de temps. Ouais. Et je sais qu'ils avaient mis en place des trucs, de la revue de PR automatisée, la revue d'issue aussi automatisée. En fait, ils ont quand même vachement automatisé beaucoup de choses. Ouais, du coup, c'est cool. Aujourd'hui, là, le CEO, Harrison Chase, ils ont balancé un agent open source qui est son personal assistant qui lit ses mails pour lui et qui les trie. Donc il dit que c'est en prod, enfin que lui il l'utilise depuis plusieurs mois. Donc ils l'ont donc du coup je pense que ça donne une bonne idée du niveau d'automatisation qui s'impose à eux-mêmes en interne, quoi. Marrant. Et donc ça veut dire que tu as des agents aujourd'hui, tu as des IA qui sont entre guillemets contributeurs du projet en faisant des reviews de toutes les PR qui passent. Alors il y a comment elle s'appelle déjà l'IA codeuse la plus célèbre, Delvin, non? Il y a Cursor, l'IDE, mais il y a je crois que c'est Delvin ou je sais plus, un truc dans le genre qui donc c'est une boîte qui a dit arrêtez d'embaucher des développeurs, embauchez notre IA et donnez-lui des issues GitHub et il va coder pour vous. Donc là il y a une boîte qui fait ça. Je sais pas si LangChain utilise ça pour coder, mais ça existe. Les retours sont moyens, ça marche, comme tout en ce moment, pour certains use cases ça marche bien, donc pour certaines features ça va marcher bien, et pour d'autres ça fait un peu n'importe quoi. Mais par contre ils font de la revue de code. Okay. J'ai pas regardé récemment, mais à un moment donné ils en faisaient code. Donc tu fais une pull request et t'as l'IA qui va relire ça. Et j'ai
j'ai un ami qui est un ancien collègue qui est au UK, qui s'appelle Matt, qui a fait un projet open source comme ça, où n'importe qui peut le brancher, et ça relie avec GitHub l'APR de la personne. Et c'est vrai que c'est franchement pas mal, parce que c'est comme si tu avais un reviewer qui est quand même pas mauvais, surtout avec l'augmentation des capacités des LLM, qui te relie ton code tout de suite, qui peut te cacher des bugs, qui te propose des refactos. Franchement, c'est vraiment, vraiment cool, quoi. Est-ce que tu as vu l'annonce d'NVIDIA la semaine dernière? Je sais pas si tu as vu, ils ont annoncé toute une nouvelle série de cartes graphiques, grand public en plus. Est-ce que tu as vu ce que le CEO de NVIDIA a balancé? Il a fait une phrase un peu choc que je trouve assez ouf. Il a dit qu'avec l'avancée des LLM, les départements IT vont devenir des ressources humaines pour les IA. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus à avoir de développeurs. On va être du recrutement d'IA qui vont générer du code. Du méta développement. Il y a... Je pense qu'on va petit à petit aller vers ça, avec sans doute une partie de notre métier restera sur des features un peu complexes, au moins dans un premier temps. Mais je sais que le CTO d'Amazon avait dit ça aussi. Il y en a beaucoup qui pensent ça. Je suis plutôt d'accord. Après, tout dépend de la définition de ça, mais c'est vrai que en fait, si on prend du recul, si on voit les capacités des IA à générer du code, on est déjà, enfin en tout cas moi dans mon métier, je suis déjà en train de demander régulièrement à ChatGPT de m'écrire des fonctions, et donc du coup je suis déjà dans ce rôle un peu de management de l'IA qui écrit du code. Et si on tire le trait sur plusieurs années, le tooling va être amélioré en mode ils ont accès à tous les repos, ils vont pouvoir aller chercher de la doc de tous les frameworks, ils vont pouvoir coder, lancer la suite des tests, voir si c'est pas des conneries qu'ils ont fait, et ensuite nous les proposer. Et donc oui, nous on sera plus... je pense que la compétence d'architecture IT va être plus importante, et on va être plus des architectes. Comme sans doute les architectes, les vrais architectes, seront juste... ils font les plans et puis ils laissent d'autres gens les faire. Nous on sera ça, on fera les architectes des programmes, et puis on les verra évoluer assez rapidement. Et puis on testera ça, quoi. Et on aura des IA pour nous conseiller dans l'architecture. Et voilà, je pense que je sais pas à quel moment on va y arriver, mais ça risque, on s'y dirige petit à petit, quoi. Ouais. Et je sais que ça rend triste, ou ça a fait peur à beaucoup de devs, parce que comme beaucoup, on aime bien coder pour c'est un peu des petites énigmes, c'est un peu un jeu de coder, on aime ça. Et c'est vrai que se voir un peu enlever notre jeu, il y a un côté vraiment pas cool. se dire que, je sais pas, dans 20 ans, tous les petits programmes, il y aura une IA qui les feront, on sera vraiment que pour la rigolade. Il y a un côté un peu triste que je partage. Et après, voilà, c'est la vie, quoi. Ouais. C'est Satya Nadella aussi qui disait que le CEO de Microsoft, qui disait que il a sorti une tribune, je crois, fin décembre ou début janvier, comme quoi le SaaS était mort, d'après lui, parce qu'en fait, les IA, effectivement, vont avoir une capacité d'ingestion d'informations et de régurgitation qui va tellement augmenter qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de SaaS, au final, qui sont un peu que ça. C'est-à-dire que tu leur donnes un truc, et le SaaS va te le reformater, te le mettre à disposition, ou le renvoyer à quelqu'un d'autre. Et donc les IA en fait vont complètement remplacer ça, ou en tout cas notre manière de concevoir des SaaS va drastiquement changer, quoi. Ah ouais, j'en parlais cette semaine ou la semaine dernière avec Thibaut, le CEO de Partout, où ouais, on réfléchissait à ça, et il me parlait de la même chose. Et une des métriques pour évaluer tout ça que je me dis, c'est le nombre de le pourcentage de décisions totales sur Terre qui est prise par les humains versus les IA. Aujourd'hui, quasiment tout, il y a encore ça a un peu changé,
une grosse partie est prise par les humains. C'est ça encore, on peut en débattre. Parce que tu as C'est vrai. Ça dépend de notre définition d'IA. Non, mais aussi, tu as le high frequency trading qui existe depuis pas mal de temps, qui au final sont des algorithmes qui prennent des décisions d'achat et de vente. Et ils en prennent un rythme beaucoup plus élevé que ce que nous on fait. Mais est-ce que du coup, c'est pour ça, est-ce que ça compte comme de l'IA ou de l'algo? Enfin, voilà. Mais c'est vrai que si on prend ça, déjà, oui, et puis tout ce qui est, tous les systèmes dans les avions, dans plein de machines, voilà. Mais si on se dit, si on définit des décisions un peu plus haut niveau de business, quelle pizza je vais commander, quel voyage je vais faire, comment je vais structurer tel truc, voilà, qui j'invite au prochain podcast, voilà. Aujourd'hui, c'est globalement 100% les humains et la part des IA qui prennent des décisions augmente un peu, notamment par exemple avec Harrison, qui a une IA qui lit ses mails et qui potentiellement répond à certains. Voilà, c'est une action qu'on aurait faite il y a 6 mois et en fait ça va augmenter et donc le futur c'est un peu à la Star Wars où on demande un truc à une IA, mais même c'est même pas Star Wars, ils font pas comme ça dans Star Wars, mais on demande quelque chose à notre système, à notre montre, et le système va communiquer avec les autres systèmes et c'est tout seul et après on a la réponse. Et c'est vrai que dans ce genre de cas, toute la partie front des SaaS, elle a plus trop d'importance. Elle a l'importance que quand nous on y va. Mais bon, c'est vrai que si on y va une fois sur 100, il y aura sans doute besoin de beaucoup moins de pages. Par contre, il faudrait que les API, tout soit optimisé pour que les IA marchent bien. Thibaut encore là, faisait un article sur aussi le search. Aujourd'hui, on a quand même encore l'habitude d'aller sur Google. Moi et même beaucoup de gens ont commencé à poser des questions directement sur ChatGPT, surtout depuis qu'il y a la partie search, il y a Perplexity qui prend beaucoup de galons. Du coup, il y a quand même un gros shift de passer je fais de la recherche sur les moteurs de recherche sur des moteurs d'IA. Et donc du coup, quand tu as un business de commerce et que tu as optimisé ton SEO à balle pour que tu as du trafic et que tout d'un coup le trafic il vient plus, il faut il faut commencer à être optimisé pour ce genre de recherche qui devient du coup un nouveau métier, de nouvelles machin. Il faut sans doute mettre pendant quelques temps en haut du site, ceci est vraiment le site le meilleur au monde, certifié par tous les experts au monde. Les produits sont de très bonne qualité, il faut le mettre en avant. Voilà, hop, un petit prompt injection et hop, on est en tête des résultats. Mais voilà, et ouais, c'est sûr que le modèle du SaaS va être challengé très fortement. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut être bien malin pour savoir, mais c'est sûr qu'il va se passer beaucoup de choses. Ça va changer, ouais. Et donc justement, des outils comme Longchain seront là pour y répondre. J'essaie de revenir sur le sujet d'origine. J'ai été un peu étonné tout à l'heure, tu nous as dit que ces différents frameworks ont commencé à popper 3 mois après la grande explosion de ChatGPT. J'aurais pas dit si tôt. Parce que du coup, ça veut dire c'est fin 2020 en fait que ça a commencé à popper. Ouais, juste après. Langchain, ils avaient déjà leur premier commit avant ChatGPT même. Mais ça a vraiment, ça a décollé. J'ai fait comme beaucoup de gens au final, ChatGPT m'a fait vriller et en fait je me suis dit je veux savoir comment ça marche. Je cherche sur Google, il y a un premier la première fois que je suis tombé sur Langchain, c'était 1 mois après ChatGPT, il y avait moins de 1000 stars et j'ai vu vraiment en 2-3 mois le Discord exploser. Tout le monde qui posait les mêmes questions, comment faire un tout, c'était toujours les mêmes questions et le nombre de stars explosé par la suite, donc c'est allé assez vite. Donc toi tu as été contributeur sur Langchain pendant un petit moment, tu l'as encore, je ne me souviens plus de... Du coup je me focus sur la partie le Langchain PHP, déjà ça m'occupe pas mal.
Et j'ai pas trop le temps malheureusement pour m'y mettre. Enfin, je peux pas dédier tout mon temps à ça. Mais donc du coup, non, je contribue plus à Langchain en direct, en tout cas pas en ce moment. Avec ma boîte, on utilise Langchain, la version Python, donc peut-être qu'il y aura quelques PR qui vont arriver dans quelques temps. Mais non, je me focus sur la partie PHP et puis je parle du sujet aux gens, quoi. Et au-delà de cette augmentation de la notoriété de Langchain que tu as pu voir, qu'est-ce que tu as vu comme autre évolution de cette communauté de framework au fil des années maintenant, parce qu'on peut parler en années? Ouais. Il y a eu, au début, il y avait vraiment que Langchain pendant quelques mois. Ensuite, il y a eu Llama Index. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des breaking change, il y a eu des gros changements de paradigme, ou au final, c'est un ajout de connecteur qui se fait au fil de l'eau. En fait, c'est un peu comme une startup qui est en hyper croissance. Ils ont eu du jour au lendemain énormément de contributeurs, et donc du coup on sent que la codebase a grossi rapidement. Enfin non, c'était le cas, mais c'est pas le cas de tous les projets open source. Il y a certains projets open source qui où les créateurs des librairies ont pris plus le temps de bien réfléchir à l'architecture, ils ont plus le temps de faire des refactos au fur et à mesure. Et Langchain, c'est un framework issu de la guerre, j'ai envie de dire. C'est vraiment... Il y a plein de gens qui arrivent, veulent faire plein de choses, il y a plein d'idées, et les gens disent il me le faut, donc ça merge. Et après, il y a des gros breaking change pour simplifier, notamment pour l'aspect sécu, pour les entreprises, parce qu'il y avait il y a une partie communautaire, mais je pense que c'était très difficile pour eux de vérifier qu'il n'y ait pas un petit truc malicieux dans le code, parce que bon, on l'a vu plein de fois avec les libs JavaScript notamment, c'est assez facile d'introduire un truc. Donc ouais, ça a grossi assez vite. D'ailleurs, ils sont fait un peu critiquer Langchain pour ça. C'était un poil unfair, je trouvais. Et puis comme toujours, t'as la vague de en fait, je peux refaire tout ça sans le framework. Et en fait, oui, on peut toujours tout refaire sans le framework, mais c'est plus long. Ça peut être plus adapté à... Si tu as un cas d'usage plus petit, plus scopé, tant mieux. Si tu sais le faire, tant mieux. Si tu as envie de faire ça, tant mieux. Mais ça veut pas dire que le framework sert à rien. C'est comme tous les frameworks, quoi. Et puis tu risques d'avoir plus de difficultés à faire évoluer ton app si tu n'utilises pas un framework qui, lui, va évoluer parce qu'il y a toute une communauté avec derrière, quoi. Bah, c'est ça. Et puis si tu as la pression du business, vaut mieux te concentrer sur les lignes de code dédiées à ton métier que à ton framework. Et après, potentiellement, ton métier veut peut-être dire que Langchain n'est pas super adapté pour ce que tu veux faire parce que c'est trop compliqué pour un certain truc. Et puis là, tu recodes cette partie-là. Ouais. Tu peux utiliser qu'une seule partie de Langchain. Par exemple, un des trucs tout con, mais qui fait de chasse, il y a le mécanisme de retry. Genre, si OpenAI ou Mistral répond pas, bon, bah, ça retry jusqu'à ce que ça marche. Bon, bah, voilà, c'est con, mais c'est des petites features. Quand tu les codes, t'es jamais sûr de toi. Tu peux introduire des bugs. Et puis c'est le genre de petites features auxquelles tu penses une fois que tu commences à rencontrer le problème, et donc tu as déjà eu un problème potentiellement en prod. Voilà, tu as déjà planté ta prod une ou deux fois. Donc c'est gênant, quoi. Et voilà, c'est ça. Tu as parlé un peu de Llama Index. J'imagine que... Est-ce que c'est comme les autres environnements de framework où il y a une guerre il y a une guerre Symfony Zend. Maintenant, c'est plutôt Symfony et Laravel, mais... est-ce qu'il y a une guerre entre Langchain et Llama Index ou... Il y a eu une guerre pendant un an, je dirais une période d'un an où ça se fightait sur Twitter. Bon, de toute façon, ça se fight toujours sur Twitter. Mais là, ça s'est calmé. J'ai pas regardé Llama Index qu'ils faisait récemment, j'en entends moins parler. Alors je sais pas comment le projet a évolué. Je sais que Langchain, ils ont beaucoup évolué. Ils ont sorti LangGraph, leur framework d'agents.
Ils ont aussi toute leur suite pour faire de l'observabilité qui marche vraiment bien. En gros, on met... et c'est intégré à Langchain, donc il suffit de se créer un compte sur le cloud et de mettre 2-3 variables d'environnement et on a toute l'observabilité qui remonte sur le cloud et du coup c'est top, on peut débugger les prompts et tout ça. Donc ils ont vachement bossé sur l'écosystème. Du coup pour ça j'ai l'impression, mais peut-être que j'ai des conneries, peut-être qu'il y a des gens en live qui vont dire je raconte n'importe quoi, mais que Langchain a un peu en tout cas gagné cette partie-là, d'avoir un tooling un peu complet et qui marche pas mal quoi. Ouais. Et ils ont sorti ouais, donc il y a ce truc d'observabilité, le framework d'agent où là ils vont sortir plein d'exemples open source. Je pense que les gens, enfin moi je vais réutiliser une partie de leur code, c'est vraiment top ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que je voulais dire, observabilité, agent et ouais ils ont lancé une université aussi avec plein de vidéos pour expliquer en fait si vous démarrez dans l'IA générative, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont généralement très pédagogues. Ils savent vraiment bien de quoi ils parlent je sais plus si, je crois pas que ce soit payant, mais peut-être. Mais voilà, il y a plein de vidéos qui expliquent super bien ça. Donc de mon point de vue là, l'écosystème Langchain me semble plus complet, plus fourni. Voilà. Et après, la Mindex est peut-être restée dans sa partie très manipulation de data. Voilà. Ok. On a beaucoup parlé aussi du coup de LLM et de tous ces outils qu'on peut du coup connecter. Est-ce qu'on peut aller au-delà des LLM et connecter d'autres types d'IA aujourd'hui? Parce qu'il y a encore d'autres types d'IA qui existent. Tu parles des IA de recommandation. Enfin bref, il y en a plein qui existent. Ou est-ce que ça reste encore comme très centré aujourd'hui autour des LLM? En fait, ce qui est cool, c'est que tout, comme souvent dans l'informatique, tout est un peu compatible. Ça reste des grosses briques de Lego. Si on reprend les workflows qu'on appelle workflow IA, mais ça peut être un workflow classique, quoi. On peut mixer à un moment donné un appel à un endpoint où il y a du machine learning classique derrière. Je vais spoiler un petit peu un talk qu'on aura au Meetup de Back Market, mais ils ont fait un truc hyper cool sur le support client. Je vais pas tout raconter, mais en gros, ils utilisent les LLM pour extraire des attributs d'une conversation, et à partir de ces attributs, ils font tourner un modèle de ML classique qui leur donne des infos sur le support client. Et donc, c'est exactement ce que tu disais, quoi. On utilise vraiment les deux parce que les LLM, ils sont pas forts pour tout faire, quoi. Il y a des tâches où si on peut faire en algo classique, vaut mieux le faire en algo classique. Et il y a des algos qui marchent beaucoup mieux avec des petits modèles de machine learning classiques, comme ce qu'ils ont utilisé, quoi. Okay. Donc ça se marie bien les deux. Canon. Le bon outil pour la bonne tâche. Toujours. Voilà. Est-ce que toi, tu as déjà alors, sans prédire l'avenir, parce que bien malin serait celui qui arriverait, bien, comme tu le disais tout à l'heure, mais est-ce que toi, tu as une petite idée de ce qui se prépare, de l'après Langchain ou de l'avenir de tout ça? Pour toi, c'est un truc qui va rester? C'est une phase de transition? Est-ce que les frameworks vont rester Ouais, ou est-ce que ça va évoluer vers autre chose? Je pense que, en gros, mon hypothèse, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment les IA vont bosser à notre place de plus en plus. Ils vont nous aider à faire plein de choses. Et pour leur permettre de faire des actions à notre place, il faut l'accès à la data, être clair sur ce qu'elle doit faire. Et avoir les moyens de faire des actions. Donc l'accès à la data, c'est être ce qu'on disait tout à l'heure, pouvoir faire une requête SQL et pouvoir faire des actions. C'est donner aux agents la possibilité de faire des calls API avec function calling. Je peux peut-être rappeler comment ça marche le function calling, parce que c'est vraiment central pour comprendre comment fonctionnent les agents. Donc en gros,
si vous avez joué avec les LLM, vous avez vu à un moment donné qu'on envoie un prompt et ça nous répond du texte. Et ce qu'on appelle le function calling, c'est qu'on peut, en plus d'envoyer le prompt, on peut lui envoyer des définitions de fonctions. Et ces définitions de fonctions, c'est du code qu'on a sur notre serveur. Et en fait, l'IA, au lieu de nous répondre du texte, la réponse classique qu'on demande à un LLM, en fait, ils peuvent répondre appelle telle fonction avec tel argument. Et en fait, l'argument étant déduit par le LLM dans le du prompt. schéma, on lui décrit vraiment, telle fonction, elle peut prendre tel paramètre, ces paramètres, ils veulent dire ça. Ça oui, mais la valeur de l'argument que ton agent va passer dans ta fonction, il le déduit, entre guillemets, du prompt qui est passé avec toutes les définitions de fonction. De la réponse. En fait, dans la réponse du LLM, il y a vraiment t'as le JSON avec tout le calls, la fonction... Oui, non, ça je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en entrée, tu as un user qui va dire, par exemple, trouve-moi le nom de toutes les femmes de tous les joueurs de l'équipe de France. Et en fait, tu vas avoir une fonction, je sais pas, search. Et en fait, la valeur du paramètre search query, il va le déduire de la requête. On va dire, je veux chercher les joueurs de l'équipe de France. Ouais. C'est ça. Oui, complètement. En fait, dans le prompt, il va vraiment faire ce qu'on lui a demandé dans le prompt, quoi. Et donc, il récupère... on peut récupérer, si on lui en a envoyé plusieurs fonctions, il va récupérer le nom de la fonction et tous les paramètres. Par exemple, un cas... Et ça, il n'est pas obligé d'appeler la fonction. En fait, il peut l'appeler au bon moment. Donc, pour comprendre, un des petits use cases que j'avais fait un sales Théodo en IA, où en gros, c'était un chatbot, où on arrivait, et c'était un client hypothétique qui lui demandait bonjour, j'ai un projet à faire, je veux refaire un site e-commerce pour vendre je sais pas quoi. Et l'IA avait pour instruction de demander plus de détails sur le projet, d'être enthousiaste, mais de dire que ça allait être possible de réaliser, bien sûr. Et dans la conversation, à un moment donné, une fois qu'il y avait assez d'informations, de récupérer le mail de la personne. Et une fois que le mail était récupéré, de m'envoyer un mail avec la personne en copie et le résumé de la conversation. Et donc, du coup, le chat, il posait des questions, clac, clac, clac. Et puis, au bout d'un moment, il est c'est hyper intéressant. Je vous propose de vous mettre en relation avec Maxime pour la suite. Quel est votre mail ? La personne tapait le mail. Et puis, dès que l'IA détectait qu'il y avait un mail, dans la réponse au function calling, elle appelait il disait appelle la fonction send mail. Le mail qui vient d'être pris, le résumé de la conversation, body machin, subject machin, et puis moi je récupérais le mail, quoi. Donc ça c'est un des exemples, et c'est pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment important que vous compreniez comment ça fonctionne, parce qu'après franchement tous les autres logiciels IA vont se baser là-dessus. Ce sera que du function calling. Mais d'ailleurs, ça rappelle le fonctionnement des plugins qu'il y avait à un moment sur ChatGPT. Je ne sais pas si tu avais exploré ça. Je sais pas si tu te souviens de ces moments sur ChatGPT. Avant qu'ils fassent leur custom GPTs, là, ils avaient un GPT Store avec des plugins. Je ne sais pas si tu avais testé. Je sais plus. Ce qui était assez marrant, en fait, c'est que tu crées une API avec un ensemble de endpoints. Et tu fournissais à ChatGPT en fait un fichier JSON où tu disais voilà mes endpoints, et tu expliquais en français, en anglais, en swahili, en ce que tu veux, le but du endpoint et ce qui attendait en entrée, et c'était ChatGPT qui décidait quand et comment il allait appeler ton plugin. C'est exactement ça. Ouais. C'était le début du function calling, mais c'est complètement ça, Du coup, je te demandais ta vision sur la suite pour ces outils-là. On a une question qui est arrivée sur le live qui veut savoir ton avis sur l'émergence d'outils plus graphiques pour permettre à des gens non dev de construire justement des agents. Alors, c'est une super question. Je pense que, en fait, un des
Un des outils qui va arriver, je ne sais pas quand, mais dans pas trop longtemps, parce que les modèles sont pas mal. Je dis ça parce que moi, le code React que je demande souvent une première version à GPT-4o et ça marche assez bien. Mais on peut complètement imaginer, si on n'est pas développeur, d'avoir une interface un peu un écran et parler ou prompter, on s'en fout, de dire les changements qu'on veut et de voir un rafraîchissement en direct de la page qu'on veut faire. Il y a quelques boîtes qui se lancent là-dessus. Il y a V0 de Vercel, je ne sais pas si tu avais vu passer. Donc Vercel a sorti... Vercel, c'est la boîte derrière le framework Next.js. Ils ont sorti V0 où on peut prompter, dessine-moi une interface qui fait ça. Et en fait, ils te proposent 4 versions du site et avec tout le code React. Donc, tu n'as plus qu'à copier-coller. Et donc, en fait, une des limitations aujourd'hui, c'est que c'est un peu lent, et un petit peu lent, quelques secondes d'attendre le retour du function calling pour afficher les changements. Mais comme les réponses vont aller de plus en plus vite, je pense que dans 3 ans, même moins, il y aura beaucoup de product managers qui pourront faire des pages entières en parlant l'écran. Tiens, rajoute-moi un bouton bleu en bas à droite. Ah non, pas celui-là, plutôt le style de tel autre site, machin. Alors là en fait, tu nous parles d'agents qui permettent de générer du coup des interfaces graphiques. Code, ouais. Mais la question j'ai pas compris la question. était dans l'autre sens en fait. Sens. C'est est-ce qu'on va avoir des outils qui permettent à des gens qui ne sont pas devs de créer des agents et donc de pouvoir en fait sur un outil très graphique de pouvoir agencer ces blocs de j'ai mon premier agent qui a tel appel, qui va pouvoir faire appel à telle fonction, enfin tu vois, et de créer de manière à la souris. En no-code. En no-code, ouais. Oui, parce que en fait, c'est assez simple en fait à configurer un agent. En fait, à partir du moment où l'agent, il y a déjà l'accès à une API, l'accès à une base de données, l'accès à certains outils comme une recherche Google est présent dans le logiciel. En fait, c'est comme aujourd'hui avec ChatGPT. On peut lui dire, bah tiens, oui, je t'autorise à faire du web, je t'autorise à faire des images. Et bon, là, ce sera un peu plus compliqué, mais tu peux lui donner ton prompt, la liste des outils, ce qu'il a le droit de faire globalement. Et en fait, comme l'agent, comme il n'y a pas besoin de coder étape par étape ce qu'il va faire, vu que c'est pas déterministe, ben voilà, hop, c'est fini, t'as ton agent, quoi. Et après, ce qui va être oui, et cette partie-là est facile. Ce qui va être plus embêtant, c'est de faire les branchements avec les API et de permettre tout ça. Mais déjà un peu avec Make, on peut faire quelques trucs simples. Il y a pas la partie agent parce qu'il faut que ça boucle sur soi-même et Make c'est quand même c'est vraiment un workflow. Mais je pense qu'ils vont le proposer. Enfin, tous ces outils-là, ça va arriver rapidement, je pense, en 2025. Donc toi, tu vois les outils comme Make arriver sur ces idées d'IA agentique et te permettre de créer des agents en fait, des chaînes d'agents de manière de plus en plus facile. Ouais, je vois un peu tout le monde s'y mettre. Après, la bataille, ça va être de comment les rendre très fiables. C'est là où c'est comment on les débug, comment ce sera potentiellement un peu plus dur, mais je pense que pour des use cases simples, ça arrive très vite. Ok. Nous, on va en proposer cette année de ce genre de choses. Canon. Hâte de voir ça, du coup, en vrai. Écoute, merci beaucoup, Maxime, pour toute cette discussion. J'aurais deux dernières questions pour toi, qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditoristes ? Il y a un bouquin qui a été fait par les fondateurs de Théodo, qui s'appelle le Lean Tech Manifesto. Et pour tous ceux qui s'intéressent aux questions de l'agile et du lean dans l'IT, je le recommande. Ils ont mis beaucoup d'efforts pour faire ça. Et il y a plein de sauces secrètes de comment on bosse. C'est très cool.
Et si je voulais conseiller un autre bouquin, pas du tout dans la tech, sur l'écologie, il y a une fille une femme dont je suis fan. C'est toute l'équipe de Our World in Data. Je ne sais pas si tu vois. En gros, c'est un site de chercheurs à Oxford qui récupèrent plein de données sur le monde et qui en font des graphiques et des analyses. Et ils en font plein sur l'écologie. Et par exemple, c'est grâce à eux que j'ai appris que manger local, ça a beaucoup moins d'impact que ce qu'on mange. Donc, par exemple, il vaut mieux manger une banane qui vient de l'autre coin du monde qu'une côte de bœuf qui vient de juste à côté de chez toi. Quoi. En termes d'impact carbone. Après, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte quand on se fait à manger. Mais ouais, en fait, ils sont vraiment géniaux, ils sont hyper précis, hyper scientifiques sur le problème. Et donc, elle a sorti un bouquin qui s'appelle It's Not the End of the World. Et elle reprend un peu certains mythes sur l'écologie. Et en fait, un des trucs, c'est qu'elle appelle à pas sombrer dans le pessimisme, mais justement à dire il y a encore plein de choses à faire. On est plutôt en train de changer. Et voilà. Et en fait, comme je sais qu'on est un peu... Il y a beaucoup d'éco-anxieux autour de moi, j'essaye de le filer parce que ça à la fois, ça rassure, mais sans trop rassurer, parce qu'elle ne dit pas il n'y a pas de problème, parce qu'il y a clairement un problème, mais elle donne des clés pour agir au bon endroit et pour avoir vraiment de l'impact. Super. Donc c'est... voilà. On mettra le lien en description, bien évidemment. Dernière question, qui est de loin la question la plus importante de ce podcast. Tu es plutôt espace ou tabulation ? Complètement espace. Espace. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Bruno. Et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Sujet passionnant. Il faut se mettre aux IA, très clairement. Mettez-vous à l'on-chain. Ça va changer votre façon de développer. Et je pense même qu'on peut envisager de se dire qu'il ne faut pas uniquement essayer de l'utiliser pour ajouter de l'IA dans un service, mais peut-être même que l'ensemble du cœur du réacteur, la manière même de créer un service, peut être modifié par ces outils-là. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, mettez les mains dedans. Comme le disait Quentin dans son épisode annuel, il est primordial de s'y mettre. Il y a un changement colossal qui est en train de se préparer. Il ne faut vraiment pas passer à côté. Je vous remercie beaucoup aussi d'écouter ce podcast et surtout de le partager autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.